Bonjour mesdames et messieurs qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. Voici le rendez-vous du journal en français. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale lance un appel d'alarme sur la situation grave de viol au Burundi comme une arme de répression du pouvoir contre ses opposants. Maître Lambert Nigarura, président de cette coalition, indique que le rapport produit de 2 mois seulement, avril et mai 2017, plus de 500 femmes et filles ont été violées, conformément au slogan du jeune milicien Imbonerakure, scandé dans tous les coins du pays, suivait Maître Lambert Nigarura. Effectivement, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, qui est une plateforme des organisations de la société civile burundaise qui se sont engagées à collaborer avec la Cour pénale internationale et le bureau du procureur, nous venons de sortir un rapport qui couvre la période du mois d'avril et de mai, et qu'on démontre avec des preuves à l'appui et le viol au Burundi comme outil de répression. On a essayé de montrer que le viol n'est pas utilisé comme un fait au hasard ou d'une manière isolée ou sporadique, mais plutôt que s'il s'agit d'une stratégie, une politique du gouvernement qui a comme objectif d'humilier, de maltraiter, de terroriser, mais aussi de détruire complètement la communauté Tutsi en particulier. Cela ne dit pas que même ceux qui sont opposés au troisième mandat et surtout qui sont aussi visés. Et là, on a pu donner des exemples comme une dizaine de jeunes filles Hutu du parti Sahwanya Frodeo qui ont été violées, les jeunes du quartier Mutanganor, mais aussi les jeunes Tutsi, les femmes et filles burundaises qui ont été violées au quartier Nyakabiga, à mairie de Bujumbura, au lendemain des attaques des camps militaires. Cela est fait en toute impunité. On est revenu sur les slogans qui appellent au viol collectif des gens de l'opposant pour enfanter les Imbonerakure. Et dans ce rapport, on a fait référence au rapport du centre Seruka, qui est une organisation spécialisée dans l'accompagnement des filles et femmes victimes du viol, qui a déjà rendu un rapport au mois d'avril 2016, qui couvre la période d'avril 2015 à avril 2016. Dans ce rapport, ils ont pu répertorier 544 cas de viol, uniquement à mairie de Bujumbura, dont 14 ont été commis par des hommes en uniforme, tandis que 24 ont été commis par des hommes armés non encore identifiés. Ces gens pourront être des Imbonerakure ou d'autres personnes. Cette situation va aussi s'aggraver avec la révision du Code de procédure pénale qui va autoriser la fouille et perquisition nocturne sans mandat ou une autre pièce d'identification de l'opération. C'est cela qui prouve qu'il s'agit d'un programme du pouvoir. La coalition burundaise pour la Cour pénale internationale demande aux organisations internationales d'agir le plus tôt possible. Encore une fois, Maître Lambert Nigarura. Nous sommes aussi revenus sur des lois draconiennes. Et là, nous faisons référence aux révisions du Code de procédure pénale burundais qui, parmi les grandes rénovations, il y a l'autorisation de faire des fouilles perquisitions en dehors des heures réglementaires sans mandat du parquet. Cela démontre à suffisance que demain ou après-demain, les viols seront commis en toute impunité et loin des témoins gênants. On a aussi montré des modes opératoires comme stratégie, comme pouvoir, comme stratégie pour exécuter cette sale besogne. Et le mode opératoire n'est pas autre chose que des rafles qui sont organisées par la police burundaise. Et ces rafles, les filles et femmes sont systématiquement violées et retenues pendant plus de 72 heures, délai pour lequel il y a un risque élevé de contamination ou le risque de grossesse non désirée et le risque est plus élevé. Vous comprenez que c'est une stratégie qui est en train d'être menée. Et vous comprenez que la situation est plus que grave. Et nous avons pu informer la communauté nationale et internationale que le crime de viol est parmi les éléments constitutifs des crimes graves du droit international, en l'occurrence du crime contre l'humanité, mais aussi du crime de génocide. Nous avons profité pour lancer un appel vibrant à l'endroit de la Cour pénale internationale, tout en rappelant
que la décision de retrait du Burundi au statut de Rome sera effective au mois d'octobre. Il est plus qu'urgent, comme les preuves sont là, les preuves qui sont irréfutables et tangibles. Il faut que la Cour internationale puisse entamer des enquêtes proprement dites avant que l'échéance soit terminée. On a aussi lancé un appel à l'endroit de la communauté de l'Afrique de l'Est en lui rappelant qu'aujourd'hui, au lieu de stopper la criminalité au Burundi, au lieu de venir au secours du peuple burundi, ils sont plutôt rangés du côté du bourreau. C'est dommage, mais il faut comprendre que cela doit cesser. On a aussi lancé un appel à l'endroit de l'Union africaine en lui rappelant que l'Union africaine ne représente pas un syndicat des chefs d'État, mais aussi on a rappelé que la souveraineté d'un pays n'est pas matérialisée par la violation grave des droits des citoyens, mais aussi les crimes contre la population civile. On a aussi lancé un appel à l'endroit de l'Union européenne de ne pas céder au chantage du gouvernement du Burundi, mais de continuer à prendre des sanctions sévères contre le régime de facto de Bujumbura. On a lancé aussi un appel à l'endroit du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'envoyer les troupes pour arrêter les massacres au Burundi, mais aussi pour que les résolutions prises par le Conseil de sécurité ne soient pas comme des lettres mortes. Voilà, c'était Maître Lambert Nigarula, il est président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. Et poursuivant notre journal, le gouvernement burundais continue à affirmer que la pénurie du carburant est due aux spéculations des commerçants. Au cours d'une conférence de presse que le ministre en charge du carburant a tenue ce mercredi, il affirme que ce produit n'a jamais manqué depuis janvier 2017. Comme Manila Kiza tente de démentir que cette pénurie n'est pas liée au manque de devises, il annonce des mesures d'éradiquer ces spéculations, entre autres punir ceux qui cachent le carburant. On l'écoute. Premièrement, dès ce jeudi 8 juin 2017, toutes les stations-service disposant des produits pétroliers sont priées de servir les clients sans spéculation aucune. La pose des écriteaux à l'entrée, fermée ou ouverte, reste de rigueur. Une visite dans toutes les stations-service et autres dépôts des produits pétroliers est organisée à partir de ce jeudi 8 juin 2017. Troisièmement, un entrepôt pétrolier ou une station-service qui sera surpris en disposition d'une quantité de carburant stocké clandestinement sera sévèrement sanctionné suivant la réglementation en vigueur au Burundi. Quatrièmement, les gestionnaires de ces établissements pétroliers sont appelés à disponibiliser à tout moment leurs livres de stock ainsi que les outils de jaugeage. 5. Les mesures antérieurement prises restent de stricte application. Le ministère de l'Énergie et des Mines demande aux services compétents, chacun en ce qui le concerne, d'appuyer sérieusement pour que ces présentes mesures soient mises en application comme il se doit. Voilà, c'était comme Manila Kiza et le ministre de l'Énergie et Mines. Et quelques heures après cette annonce du ministre, le porte-parole de la police est apparu sur les écrans de la télévision nationale pour dire qu'il y a une quantité de carburant qu'on a découvert sur la station-service Kingstar de Kanyosha afin de le revendre et ces quantités aux prix exorbitants. Suivez le porte-parole de la police, Pierre Kouriki. Le commissariat municipal possède actuellement plus de 20 fûts qui sont pleins du carburant. Donc le carburant qui avait été caché par ces propriétaires des stations dans le but de le vendre à plus cher pour développer la spéculation au moment où il y avait une carence de carburant ces derniers jours. Le message du ministère de la Sécurité publique, c'est de demander à tout un chacun de respecter les mesures qui ont été prises par les autorités compétentes en matière de gestion du carburant pour d'abord éviter la spéculation, mais aussi pour pouvoir éviter des accidents qui peuvent se produire suite à la mauvaise conservation du carburant dans des maisons d'habitation.
Et justement, à ce sujet du carburant, l'OLUCOM, qui est l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, se dit très étonné d'entendre que le coût de l'électricité va être revu à la hausse, comme annoncé par le ministre burundais de l'énergie et des mines, comme Manirakiza, lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi. Gabriel Rufyiri indique qu'il est très bizarre de prendre une telle mesure, du moment que le pays connaît un déficit énergétique exagéré et que la Banque mondiale et l'Union européenne viennent de donner un don de groupes électrogènes qui vont alimenter la ville de Bujumbura. Selon Rufyiri, le gouvernement ne devrait pas revoir ses prix à la hausse alors qu'il bénéficie des financements. Écoutez Gabriel Rufyiri, il a été joué par téléphone. Effectivement, le ministre de l'énergie et des mines vient d'annoncer qu'il va revoir à hausse l'électricité. Pour l'OLUCOM, ce n'est pas étonnant parce que le gouvernement du Burundi a pris l'habitude quand il veut revoir à hausse les produits que les Burundais moyens et pauvres ont besoin. Comme vous le savez, aujourd'hui, le Burundi et les Burundais se trouvent dans une pauvreté extrême où c'est peu vraiment de la population, c'est peu de gens qui peuvent joindre les deux bouts suite à la misère énorme, à la misère extrême. Aujourd'hui, le Burundi a bénéficié d'une aide de la part de la Banque mondiale et de l'Union européenne pour appuyer la régie des eaux en octroyant les appuis pour acheter le fuel. Fuel, c'est une catégorie des produits pétroliers pour remplacer donc l'énergie en provenance des sources qui sont aujourd'hui presque à plat. C'est pour cette raison que, donc, au niveau de l'OLUCOM, nous ne voyons pas comment, au moment où les partenaires du Burundi, de la Banque mondiale et l'Union européenne, octroient une aide gratuite à l'État, et que l'État, de l'autre côté, revoit à la hausse les produits qui n'existait même pas. Voilà, c'était Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques OLUCOM. Et enfin, avant de clore ce journal, les jeunes burundais réfugiés vont se joindre au reste du monde pour célébrer la journée de l'enfant africain de chaque année, de chaque 16 juin de l'année. Le thème retenu pour cette jeunesse en exil est unie dans la diversité, pour la simple raison que le conflit burundais a une part d'intolérance politique et ethnique. Bertrand Ninheretsen, l'un des organisateurs, indique que ces jeunes vont échanger sur cette thématique dans le but d'interpeller les Burundais à s'unir pour combattre les divisions inutiles, lesquelles déchirent le pays depuis des décennies, suivait Bertrand Ninheretsen. L'objectif de cette rencontre, c'est célébrer la journée mondiale de l'enfant africain et le thème sera Unis dans la diversité. Vous allez me demander pourquoi ce thème. En fait, on a vu que les problèmes qui se passent au Burundi sont basés surtout sur la division. C'est la politique de diviser pour mieux régner. Alors que si on regarde bien, la diversité, c'est ce qui fait la richesse d'une nation. Parce que c'est à partir de différentes compétences que une nation se développe. Alors c'est là où est venue l'idée de se mettre ensemble en tant que jeunes, même si nous avons des associations différentes, on a dépassé ça, on a décidé d'aller ensemble et créer ce thème de union unis dans la diversité pour montrer l'exemple, pour montrer que nous ne sommes pas divisés, nous sommes au lieu de dire que nous sommes divisés, nous sommes vraiment unis. Alors, la surprise est que tout ce que d'abord les spectateurs vont voir, ça sera l'imagination de la jeunesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y aura des stands. Il y aura des stands où on verra
des jeunes qui sont des businessmen, où on verra des choses accomplies par des associations des jeunes, où on verra des jeunes qui se sont dit, moi je ne vais pas rester à la maison, je vais me lever et je vais aller essayer de chercher du travail et même le créer pour pouvoir vivre ici, pas en tant que réfugié, mais en tant que citoyen qui peut faire quelque chose. Parce que c'est ce qui est très important. Il ne faut pas se considérer comme réfugié, il faut se considérer comme un humain qui habite au Rwanda et qui peut, avec ses capacités, il peut faire quelque chose en tant que jeune. Il peut s'exprimer, il peut vraiment aboutir, il peut arriver à réaliser ses rêves, comme je peux dire. Parce que vraiment, les jeunes, nous sommes intelligents, nous pouvons vraiment faire beaucoup de choses. Donc on s'est dit, il faut aller ensemble pour montrer ce qui est dans les activités normales de tous les jours de la jeunesse. Normalement, c'est aussi l'un des objectifs, c'est aussi réveiller cet esprit de travail dans les jeunes qui sont, je dirais, maintenant au point mort, où ils peuvent passer genre 12h à 18h dans une maison sans sortir, en regardant des films, tout ça. Bon, je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé, mais c'est aussi leur donner cette force, c'est aussi leur montrer qu'il y a des jeunes qui sont en train de travailler et leur donner cette force aussi de se réveiller et d'aller aussi chercher du travail. Voilà, c'est par cet appel de la jeunesse en exil que je mets un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.